faire ses nuits est devenu un incontournable dans la parentalité occidentale, qui frôle l'obsession. Dans la société postmoderne dans laquelle nous vivons, le temps plein est souvent la seule option proposée aux parents par les employeurs, l'économie actuelle étant basée sur l'entrée de 2 revenus pour couvrir les frais de base, maison, voiture, voyage. Cette réalité financière, sociale et économique impose un rythme soutenu à la plupart des parents qui se disent essoufflés. Après une journée de travail occupée et stressante, la plupart des parents ne peuvent compter sur une grand-mère ou un autre membre de la famille, à part s'ils ont les moyens de se payer de l'aide pour les appuyer. Ils commencent donc un autre emploi à temps plein, après le travail rémunéré, celui de préparer les repas, de gérer la maison et de s'occuper des enfants. Joindre les 2 bouts, la réalité économique. La plupart de ces parents vivent une situation des plus stressantes et n'arrivent pas à maintenir le cap. Il n'est pas surprenant qu'ils réclament un lieu calme et sans stimuli, et surtout, un sommeil réparateur. Ceci explique sans doute la popularité de l'entraînement au sommeil de l'enfant avant le retour au travail, suite à un congé parental ou maternité, de même que l'usage courant d'approches de discipline plus autocratiques, limites et règles rigides et punitions, pour permettre aux parents de vivre un peu de répit dans leur quotidien turbulent. La réalité économique et financière est partagée par bien des parents dans le reste du monde, même au tiers-monde, qui se courbent également l'échine pour joindre les 2 bouts. L'approche autocratique n'est également pas limitée à l'Occident. Les violences ordinaires faites aux enfants existent dans tous les pays, sous différentes formes. Pourtant, comment expliquer que ce n'est qu'en Occident que dormir seul, dès un très jeune âge, a pris une importance capitale, alors que dans la plupart du globe, il est totalement impensable de laisser un petit enfant seul, la nuit? Sommeil solitaire, une croyance culturelle. Les Japonais étaient horrifiés d'apprendre les coutumes occidentales liées au sommeil. Christine Groslow, auteure américaine ayant vécu au Japon, avance une opinion. Et si l'obsession du sommeil solitaire était culturelle? Selon Groslow, l'Occident, et plus particulièrement les États-Unis, est obsédé par l'autonomie précoce. Elle raconte que le sommeil partagé était commun jusqu'au tournant du 19e siècle. Note de Mexico. Est-ce un hasard que ça coïncide avec l'industrialisation, l'exode, l'éclatement de la famille multigénérationnelle et les longues journées de travail? Et tout a changé lorsque l'on s'est mis à associer sommeil seul avec progrès. La montée de l'influence scientifique a permis aux médecins de gagner en expertise et en crédibilité. Alors qu'avant le 19e siècle, peu de personnes se préoccupaient de la cause des enfants, tout d'un coup, le monde scientifique publie des recherches et des livres proposant des méthodes pour améliorer l'hygiène des enfants. C'est compréhensible si nous nous rappelons le taux de mortalité infantile, qui était dû à un manque d'éducation à l'hygiène, à l'époque. Une nouvelle religion, la science. Bien qu'elle y fait référence, l'auteur de Parenting Beyond Borders ne mentionne pas l'immense influence du médecin behavioriste de John B. Watson sur l'éducation des enfants, aux États-Unis et ailleurs. Je souhaite prendre un moment pour le souligner, car il explique également la forte propension en Occident à favoriser l'entraînement au sommeil, puis à la propreté et enfin, à l'apprentissage, qui est si commune et encore prise pour acquis aujourd'hui. Watson affirmait que les enfants doivent être entraînés à devenir autonomes pour ne pas prendre de mauvais plis. Il voyait l'urgence de ne pas manifester d'amour et de chaleur aux enfants. Selon moi, ce postulat est basé sur le principe que l'amour rend faible. Ce serait donc un grand risque que de leur offrir réconfort et empathie, pour éviter qu'ils deviennent mésadaptés et inaptes à fonctionner en société. De là est venue l'idée d'éviter de gâter les enfants, de peur qu'ils prennent de mauvaises habitudes, une croyance si ancrée aujourd'hui qu'il est encore fréquent d'entendre des conseils basés sur cette peur. Bien qu'il serait absurde pour bien des parents d'aujourd'hui, de refuser d'exprimer de l'amour à un enfant, demeure le fait que la science est une référence importante pour les Occidentaux. Parfois, les discours alarmistes engendrent un stress énorme sur les parents, qui ne souhaitent que donner le meilleur à leurs enfants. Pensons à la panique générale générée durant la crise de la China, au Québec. Combien de parents sont angoissés par les siestes, les heures de sommeil, les aliments mangés, parce qu'ils craignent que leurs enfants ne soient en bonne santé?
Suis-je en train de dire que la science est inutile? Non. Cela dit, j'ai à cœur que toute personne fasse des choix éclairés et approfondisse leurs recherches avant de prendre pour acquis que la science a réponse à tout, car derrière une théorie, surtout en sciences humaines, il y a un postulat basé sur une croyance qui cherche à être prouvée selon une démarche scientifique. Le Kododo au Japon. En visite aux États-Unis, une famille japonaise, choquée de voir que les enfants dormaient seuls chacun dans leur chambre, a cru que le moniteur bébé, babyphone, servait à créer des bruits de fond pour que le bébé puisse entendre ses parents et ne pas ressentir la séparation. Revenons au livre de Groslow, cette journaliste, qui a vécu plusieurs années au Japon où le Kododo est la norme, a constaté que les Japonais étaient horrifiés d'apprendre les coutumes occidentales liées au sommeil. Ils prennent pour acquis que tous les parents dorment avec leur bébé à travers le globe, au même titre que les Occidentaux prennent pour acquis que tous les parents du monde aident leur bébé à dormir seul, la nuit. Elle fait remarquer que pour les Japonais, le sommeil, sieste comme nuit, ne constitue pas du tout une source d'inquiétude, et ils ont du mal à comprendre l'obsession des Occidentaux avec la santé et la sécurité extrême des enfants. L'auteur rapporte une histoire vécue. En visite aux États-Unis, une famille japonaise a été choquée de voir que les enfants dormaient seuls chacun dans leur chambre. Ils ont cru que le moniteur bébé, babyphone, si commun dans les maisonnées occidentales, servait à créer des bruits de fond pour que le bébé puisse entendre ses parents et ne pas ressentir la séparation. L'obsession de la santé et la sécurité physique. Elle spécule que cet écart s'explique par les divergences de croyances culturelles. L'Occident adopte un mode de vie individualiste, qui se traduit par une éducation qui encourage l'autonomie et l'indépendance, et la valorisation par l'épanouissement individuel du soi, alors que les autres cultures encouragent des valeurs enracinées dans l'interdépendance. Les propos de Groslow me touchent particulièrement parce qu'ils mettent en perspective ce que nous prenons pour acquis, nos croyances culturelles. J'ai eu le bonheur d'être élevé dans une famille multiculturelle, par une mère d'origine japonaise. J'ai eu la joie d'être porté dans un embuimo, porte-bébé, de dormir à côté de mes parents et d'être valorisé pour ma sensibilité, qui était perçue comme une force et un don. Lorsque mes enfants tardaient à faire leur nuit, les propos de ma mère étaient rassurants. Mitsuko, ton frère a fait ses nuits très tard. Et toi, tu vivais beaucoup d'anxiété, toute petite. C'était dur pour toi de t'endormir. Tu avais une imagination très fertile et tu avais souvent peur. Nous avons respecté cela. Et vint un temps où tu as été capable. Vint un temps où j'en fus capable. Vint un temps où mon développement physiologique me permettait de dormir toute une nuit. Cette discussion riche m'a amené à me poser des questions. Sommes-nous conscients des influences culturelles sur notre parentalité? Y a-t-il, effectivement, comme le note Groslow, une obsession en Occident de la santé et la sécurité physique des enfants? Les recherches alarmistes sur le Kododo et le sommeil sont-elles justifiées? Qu'en est-il de la santé émotionnelle? Est-elle incluse dans les recherches sur le sommeil? Comment retrouver un équilibre? Comment encourager les parents à réfléchir par eux-mêmes? Dans mon cas, j'ai décidé d'accepter que mes enfants dormiront toute une nuit lorsqu'ils en seront physiologiquement capables. Parce que ce qui était le plus important pour moi dans cette expérience, c'était de pouvoir dormir. J'ai choisi de lâcher prise vis-à-vis de ce que je ne pouvais pas changer, ça arriverait quand ça arriverait. Et j'ai focalisé mon attention sur ce qui était en mon pouvoir, trouver le moyen de dormir convenablement tout en m'assurant que mes enfants sont en bonne santé et en sécurité, à la fois physique et émotionnelle. En pensant de manière créative, notre famille a trouvé une solution respectueuse de tout ce qui marchait pour nous, pour mon partenaire, pour moi et pour nos enfants. Et vous?